Bienvenue sur Phys au micro. Ce podcast est né d'un constat simple. On parle beaucoup de performance, mais rarement du long terme. Rarement de la science couplée à l'expérience et de ce qui se passe sur le terrain. Ici, je donne la parole à des coachs, des athlètes, des professionnels de la performance pour prendre du recul, confronter des points de vue et mieux comprendre ce qu'on fait à l'entraînement ou en compétition. Bonne écoute. Salut Alex et bienvenue sur Physio Salut. Micro. Tu vas bien? Ça va, je te remercie. Bon Alex, petite question très très simple. Est-ce que tu peux te présenter Ouais, et puis tu nous dis un peu ton petit parcours? ça marche. Moi, je m'appelle Alexandre Touvron, ça c'est mon nom complet. Mon nom sur les réseaux, c'est FitKanga. Je suis passionné d'entraînement. Je suis enseignant au STAPS et coach en ligne depuis une petite dizaine d'années maintenant. Et je suis pratiquant de musculation plutôt classique, axé plutôt hypertrophie, bodybuilding. Et ça va faire 20 ans, un peu plus de 20 ans que je m'entraîne. Et je suis des personnes qui sont pas forcément des pratiquants de bodybuilding, des personnes qui veulent juste se remettre en forme, des athlètes potentiellement aussi, pour atteindre leurs objectifs. Donc j'ai plusieurs casquettes et ma passion, ça reste quand même l'entraînement pour moi, avant d'essayer de transmettre cette passion-là aux autres. Ok. Qu'est-ce qui t'a amené vers le body? Euh, J'étais pas très épais quand j'étais jeune. Je suis pas très grand. Je fais 1,65 m pour situer. On me pose souvent la question, donc j'en profite. Je redonne la taille. Et j'ai voulu m'épaissir un petit peu. Ça a commencé quand j'étais fin de lycée, par de l'entraînement poids du corps. Et après, comme je suis rentré au STAPS, il y avait un module de musculation dans les études qui étaient proposées. Et c'est là que j'ai pris un petit peu le goût de la salle et de l'entraînement contre résistance avec charge externe, on va dire. Ok. Et au fur et à mesure des années, un peu ton rapport à ce style d'entraînement, il a un peu évolué? Ouais, il a pas mal évolué parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de façons de s'entraîner, qu'il y avait des logiques, qu'on pouvait obtenir des résultats de différentes façons, qu'il y avait des transferts très intéressants à faire et que on n'était pas obligé de rester sur des mouvements machines pour avoir des gros muscles, que voilà, c'était en fait très riche. Et moi, j'ai apprécié aller explorer, et je continue d'ailleurs, à aller explorer différents types d'entraînement, différentes méthodes d'entraînement. Et c'est aussi ce que j'essaye de transmettre quand je fais de la vulgarisation sur les réseaux notamment. Qu'il n'y a pas qu'une seule façon de s'entraîner et que c'est pas des façons stéréotypées, du style le bodybuilder il s'entraîne comme ça, l'athlète il s'entraîne comme ça, etc., etc. Ok, ok. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Être performant dans les différents domaines d'entraînement, musculation, fitness fonctionnel, c'est quoi pour toi? Alors être performant, c'est la capacité à atteindre un objectif qui peut être chiffré, qui peut être à une échéance particulière, si on s'arrête sur le côté performance. Mais c'est vrai qu'il faudrait y associer, je pense, un objectif aussi de résilience et de non-blessure ou de non-douleur, parce que isoler une performance sans parler de ce qu'elle a coûté, cette performance, ça peut être du court terme et ça peut être un petit peu problématique. Donc je pense qu'il faudra associer à ce résultat un petit peu chiffré, normé, une logique aussi de non-blessure ou de non-douleur pour pouvoir réitérer cette performance plus tard. Ouais, ouais. Donc pour toi, la performance, c'est pas que l'instant T aussi de l'échéance, parce qu'on voit des gens, hein, des fois, qui arrivent aux Jeux Olympiques complètement pétés et qui sont quand même performants. Et du coup, il y a peut-être une logique, toi, de réitérer d'année en année la performance. C'est vrai que la performance, si on s'arrête au sens strict, en effet, hein, si à l'instant T, l'athlète, il fait ce qu'il a à faire et qu'il gagne et qui s'effondre 3 secondes après, il a fait sa performance et il a réussi. La question, voilà, c'est qu'est-ce qu'il a réussi et à quel prix, en fait. C'est toujours cette balance bénéfice-risque ou coût-bénéfice. Et évidemment, pour des athlètes de très haut niveau qui vont marquer l'histoire à un instant T, on peut s'imaginer que même s'il y a un coût assez fort à payer, peut-être que ça aura valu le coup pour cette personne-là. Mais pour, je pense, la grande majeure partie des gens sportifs, même des athlètes,
on peut peut-être pas se permettre d'aller vers un coût trop important. Donc, je pense il faudrait pondérer un petit peu cette logique de performance avec oui, une logique de résilience ou de durée dans le temps. Parce qu'il y a aussi après tout ce qui est suite psychologique autre que physiologique, quoi. Pas que physiologique, et puis les impacts psychologiques aussi qu'il va y avoir derrière, tout simplement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai il y a 20 ans, tu pouvais arriver à 30 ans, fin de carrière, et être complètement pété. Et maintenant, c'est beaucoup moins le cas. On associe beaucoup plus la performance à la santé. Je vois maintenant, on fait un plan de carrière, on va pas sacrifier le corps pour une échéance. Il y a quand même des choses qui ont changé dans les 20 dernières années hein, sur ça. On pense la performance, mais on pense projet de carrière surtout. Bah oui, parce que c'est assez rare qu'une performance suffise à installer une situation ou même un équilibre de vie. Et comme on dit, ben, le corps, on habite dedans du début jusqu'à la fin. C'est notre seul, on n'en a pas un autre de rechange, hein. Donc, euh, donc c'est vrai faut y penser. Au-delà de la performance, ça reste notre corps, on l'habite et c'est ce qui nous permet d'exister hein, et d'être au monde. Donc on est bien obligé enfin on devrait, je pense, y prêter attention et il devrait passer même probablement dans la plupart des cas avant la performance. Ouais, ouais, ça, c'est sûr. Et du coup, toi qui entraînes, toi qui es un peu dans la performance, euh, quel principe un peu est non négociable un peu dans la performance pour qu'elle soit réitérable dans le temps? Euh, Ça va être très dépendant du contexte, ça va être très dépendant des objectifs et de l'individu. Euh, Quand il y a des douleurs, moi j'aime bien travailler avec des échelles, avec des seuils de douleur à pas dépasser, euh, avec des, euh, faire comprendre aux gens qu'il y a rarement des exercices qui sont obligatoires. Bon, ça dépend évidemment des activités, mais dans plein de cas de figure, on peut travailler autour des douleurs et on n'est pas obligé de rester sur des douleurs, etc. Et après, pour ce qui me concerne, c'est un petit peu plus spécifique, mais par exemple dans le milieu du bodybuilding, c'est vrai que on peut trouver des fois euh, des conduites un peu extrêmes et des protocoles de sèche, etc., pour être sur scène vraiment à en forme. Je mets des guillemets parce qu'en fait, physiologiquement, on l'est pas vraiment. Mais j'aime bien faire un travail aussi éducatif sur ce sujet-là et prévenir que ça a un coût. Et c'est vrai que j'accompagne pas non plus tout type de pratiquant qui souhaite faire une compétition de ce côté-là, parce que parfois, j'arrive à un décalage entre mes principes à moi, même si la personne me dit, mais moi, je veux faire ça. Si moi, j'estime que c'est nuire un petit peu à la santé de la personne d'aller sur certains points, ou quelqu'un qui veut se préparer très vite ou trop vite, par exemple, bah, j'ai plutôt tendance à dire que non, je pense que c'est pas une bonne idée et c'est vrai que ça fait partie des contradictions un petit peu de ce sport-là, le bodybuilding en particulier. Moi, je pense qu'on peut retrouver des conduites un peu de ce type-là sur d'autres sports, hein. Mais vraiment en bodybuilding pur, il y a voilà la balance, le coût-bénéfice, bénéfice-risque, elle n'est pas toujours bien évaluée et je pense que c'est dommageable pour plein de gens. Ok. Et toi, justement, quand tu entraînes ces personnes-là dans le bodybuilding, par exemple, quel est ton rapport exactement à la science? Comment tu deals entre ce que tu connais du terrain, est-ce que tu lis des papiers, est-ce que tu appliques directement, est-ce que tu testes sur toi, comment tu fonctionnes? Bah, j'ai de l'expérience personnelle, donc c'est vrai qu'il y a des choses que moi j'ai pu tester en termes de méthodologie d'entraînement, par exemple, euh, qui font que j'ai déjà un retour, alors plus en termes de ressenti, d'effort, d'expérience, etc. Je m'arrête pas à ça parce que sur soi, juste une personne, juste sur soi-même, ça suffit pas à tirer des conclusions. Après, j'ai accompagné plusieurs personnes, nombreuses personnes sur ces objectifs-là, donc j'ai pu tester ces méthodes avec pas mal de monde. Je m'appuie plus en fait, j'ai une base plus large que juste les études. Je m'appuie sur des auteurs aussi qui sont des auteurs un peu de référence, en sachant que ces auteurs-là s'appuient bien souvent sur des études aussi. Mais c'est aussi
des auteurs qui bien souvent, alors quand je parle d'auteurs, ça peut être des auteurs dans le sens qui rédigent ou encadrent des papiers scientifiques, je pense à Brad Schoenfeld notamment, mais ça peut être aussi des coachs. Moi, j'ai des influences assez fortes de Christian Thibaudeau, qui a été influencé lui-même par Charles Poliquin notamment, etc. Et c'est vrai que c'est des personnes qui ont une grosse expérience de terrain et on retrouve pas systématiquement dans des études scientifiques des choses qu'ils utilisent ou qu'ils montrent. Donc je m'appuie pas seulement sur les études, même si je regarde les dernières études qui sortent et qui bien souvent viennent valider des choses qu'on soupçonnait pendant un certain temps, on n'avait juste pas les explications. Mais, euh, mais j'ai une vision plutôt large sur ces choses-là. Donc, ça va être des livres, ça va être des études, oui, mais ça va être aussi parfois me déplacer sur des séminaires pour aller écouter des coachs ou des experts du domaine qui ont beaucoup d'expérience de terrain et qui, très souvent, de toute façon, bah, s'appuient sur des données scientifiques. C'est juste qu'il y a parfois un décalage terrain-recherche et on a tendance à dire que le terrain peut être en avance tout simplement sur la recherche, quoi. C'est totalement vrai. D'ailleurs, Thibodeau, il a fait un bouquin sur ça, avec Tom Shepard, sur les méthodes d'entraînement dans les années 1920, avant qu'il y ait l'apogée un peu du dopage. Et il disait qu'eux, ils attendaient pas des papiers parce que il fallait les rendre forts. Et ils ont fait des constats sur certaines méthodes, aussi sur des styles de métier. Ils se rendaient compte que les agriculteurs, c'était toujours des mecs performants dans les sports de force. Et c'est comme ça qu'ils ont intégré les caries, etc. Finalement, ils ont analysé le terrain avant même qu'il y ait des papiers. Et c'est dans les 20 dernières années qu'on a réussi à prouver que les méthodes des années 20, du genre l'isométrie max par exemple, yielding, overcoming, Mm. alors qu'on les utilise depuis 100 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu penses, toi, qu'on, qu'on surintellectualise un peu trop peut-être l'entraînement? Je pense que la surintellectualisation, si j'arrive à le dire, c'est un peu un effet loop des réseaux aussi, parce que comme on est obligé en permanence un petit peu de devoir se démarquer, montrer aussi sa connaissance, montrer sa spécificité, la spécificité de son approche. On va avoir tendance plus facilement à mettre en avant des côtés très précis, très pointus, et donc ça peut passer pour une forme de surintellectualisation, voilà, des choses. Alors moi, je suis un peu biaisé parce que mon métier, c'est d'enseigner aussi les sciences du sport, donc forcément, je vais aussi dans des détails. C'est sûr qu'on pourrait rester sur des choses parfois plus simples. Mais je pense que ça dépend beaucoup de où on regarde et qui on regarde. Et bien souvent, actuellement, quand c'est sur les réseaux, bah, on est pris un peu dans le flux de l'algorithme qui va nous renvoyer des choses, voilà, plutôt pointues, plutôt nouvelles, parce que les choses qui sont connues, même si elles sont vraies, elles sont pas regardées. Les gens, ils passent assez vite en disant, bah moi je sais, ça je sais, et ça va peut-être avoir pour tendance de renvoyer des choses un petit peu précises. Donc, je pense pas que ce soit enfin, moi, je le vois pas comme un problème de surintellectualisation, mais après, encore une fois, je suis peut-être un peu biaisé. Donc, je pense que c'est intéressant d'aller sur des choses précises et fines, mais je pense que c'est intéressant aussi d'être capable de les vulgariser ou de les rendre relativement digestes pour les pratiquants, parce qu'en fait, sinon, les pratiquants, s'ils comprennent pas ce qu'on dit, ça n'a pas vraiment d'intérêt, quoi. Ouais, ouais, je vois. Et du coup, ce que je vois avec le temps là, c'est que les jeunes coachs ou même les jeunes pratiquants, ils consomment énormément l'information de l'entraînement. C'est-à-dire que ils iront pas bouquiner ou aller lire un papier entier. Ils iront regarder le meilleur influenceur qui leur a donné une synthèse en 30 secondes d'un papier. Et on sait même pas si elle sera bien faite la synthèse. Je vois que l'information maintenant, même pour des coachs, elle est prise vraiment en 30 secondes sur des réseaux et sans Mm. aucun aspect critique de la source et de ce qu'on en dit. Ce podcast est réalisé en partenariat avec Marion Fléchière, diététicienne. Sa vision de la nutrition est simple et positive. De la bienveillance, du plaisir à manger et zéro frustration. Pas de règles rigides, ni de pression inutile, mais des choix intelligents et accessibles. L'objectif pour Marion est simple, c'est de t'aider à construire des habitudes efficaces, durables et qui s'intègrent vraiment dans ton quotidien. Que tu sois sportif ou non. Une approche concrète, réaliste sur l'alimentation, pensée pour durer
et te faire du bien. Donc je disais ouais c'est un problème parce que là c'est même pas tant un problème de surintellectualisation, c'est un problème de sélection ou de prendre un point de détail et de le faire passer pour quelque chose d'important. Donc c'est vraiment le principe un peu de la pyramide. Si on a les choses les plus importantes à la base de la pyramide, on va présenter un aspect de la pointe de la pyramide du sommet vraiment, et puis on va faire croire que c'est super important et qu'en fait c'est un élément fondamental alors que ça ne l'est pas du tout. Et en effet, c'est du contenu pour se démarquer, pour parfois aussi choquer un petit peu, pour être dans la provocation, et on se retrouve avec des choses qui sont pas du tout représentatives de ce qui se passe vraiment. Et pour rebondir là-dessus, moi j'ai des coachs qui me posent des questions parfois en me disant comment est-ce que je peux être sûr que l'information elle est fiable par exemple, ou qu'est-ce que tu me conseillerais de regarder, ou comment est-ce que je peux me former parce qu'on voit tellement de choses passer, des choses très différentes. Et souvent c'est vrai que bah, j'ai tendance à leur dire bah, commence par prendre des livres, parce qu'un livre, tu peux pas le consommer en 20 secondes ou en 30 secondes. Un livre, tu es obligé de regarder le sommaire, tu vois qu'il y a des chapitres, tu vois que un certain nombre de choses, et ça t'oblige à aller voilà, dans la profondeur, et de sortir aussi de l'écran, qui est vraiment un truc... euh, bah c'est presque c'est du 2D quoi. Alors le livre, j'aime bien la notion de d'épaisseur matérielle, et qui va prendre du temps à lire, qui va prendre du temps à, même si parfois il y a des petites synthèses, etc. Mais et puis plusieurs livres de plusieurs auteurs, et puis regarder les dates à laquelle les livres ont été écrits. Et à partir de ça, parce qu'il y a des livres qui font, encore une fois, il y a des livres qui restent des livres de référence. Une fois qu'on a ces connaissances-là, quand on va voir un contenu de 20 ou 30 secondes, on est capable de dire, ah ok, non mais je vois, il fait référence à ce petit truc-là, dans ce mécanisme-là, ok, ouais, donc là il parle de ça, mais en fait il a pas parlé de tout ce qu'il y a avant. Si on a ça en tête, ouais, une connaissance fondamentale finalement, on, on a plus de chances de ne pas se laisser avoir par du contenu qui est un peu parfois trop contrasté, trop provoque. Toi qui fais des programmes depuis assez longtemps maintenant, est-ce que tu as déjà fait pour toi le programme idéal, parfait, et puis au final dans la vraie vie c'est pas le cas, ou l'inverse? Je pense que j'ai fait des programmes qui étaient très très adaptés à certains moments. Je m'en suis pas rendu compte sur le moment, je me suis rendu compte après coup. C'est ça qui était intéressant. Je pense aussi que j'ai fait parfois des programmes qui étaient théoriquement parfaits ou sur le papier qui étaient vraiment très bien, et dans l'application ça fonctionnait pas. Donc il peut y avoir un vrai décalage, évidemment, entre le programme parfait du papier et le programme parfait de la vraie vie. Et c'est vrai que le programme parfait dans la vraie vie, on a toujours un peu tendance à se demander si il est suffisant. Et je pense que c'est ça la plus grosse difficulté ou le plus gros biais pour pas mal de pratiquants, y compris des coachs, parce qu'un programme adapté, c'est un programme duquel on peut récupérer et où on peut réitérer des efforts et progresser. Et c'est vrai que quand on est en mesure de récupérer, on a toujours, en tant que pratiquant, un petit peu ce truc de se dire, est-ce que j'en fais assez? Est-ce que je ferais pas que j'en fasse plus? Parce que là, en fait, je me sens bien, je me sens capable. Ça fait partie aussi d'une progression d'être capable de refaire mieux, de se sentir bien à certains moments, d'avoir de l'énergie. Donc, ouais, j'ai dû faire des programmes qui devaient être quasiment parfaits à certains moments, probablement, sans m'en rendre compte à ce moment-là. Et à contrario, ouais, l'inverse aussi, quoi. Ok, ok. Et bon, de manière globale, je pense que tu incites, tu vas parler du RPE tout à l'heure, les gens à gérer aux sensations. Pour toi, ça c'est de l'intelligence d'entraînement ou des fois c'est un peu du manque de discipline? S'il y a deux cultures là-dessus. Alors, je pense que l'utilisation typiquement des RPE, l'utilisation du ressenti, elle va être très intéressante pour certains pratiquants, des pratiquants qui ont notamment pas mal d'expérience et qui ont déjà intégré une rigueur, une structure d'entraînement, certaines disciplines justement. Aller trop rapidement sur des adaptations par rapport à des ressentis, que ce soit RPE ou autre chose, avec d'autres pratiquants qui sont peut-être moins avancés, ça peut être vite une mauvaise idée dans le sens où un pratiquant peut se désorganiser ou sortir un petit peu de de la trame
puisque il y a des ressentis qui vont être non plaisants dans un premier temps. Et là, c'est la plus-value aussi du suivi du coach éventuellement, de demander au coach, c'est normal que je me sente comme ci, comme ça, fatigué à ce point-là, voilà, de poser des questions pour que le coach lui dise si oui ou non c'est normal ou pas normal et si oui ou non il faut continuer. Mais c'est vrai que je pense que l'utilisation des ressentis du RPE, euh, c'est très dépendant du niveau de pratique. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut pas aller sur du travail euh, l'écoute des sensations avec des débutants. Je dis pas qu'il faut pas y aller, mais il faut prendre en compte que il y a beaucoup de bruit au début avec des pratiquants débutants, et donc on peut pas prendre pour argent comptant les ressentis qui vont nous livrer un petit peu bruts. Il va falloir les déchiffrer, les traiter, et leur apprendre à les déchiffrer, à les traiter. Et des pratiquants plus avancés, des athlètes, c'est pas pareil. Ils ont déjà fait ce travail de filtre et de traduction, entre guillemets, et donc ils sont capables de donner des retours beaucoup plus précis, et le coach peut en tenir compte beaucoup plus vite et adapter les choses aussi. Ouais, pour toi, il y a un biais du coup dans les feedbacks des débutants et du coup qu'il faut plutôt qu'ils s'attellent à tenir Ouais. le programme tel qu'il est et plus on avance, plus on peut réguler à force quoi. Bah, il y a pas mal de débutants qui vont me dire parfois que voilà, je suis fatigué ou alors c'est difficile. Et quand je leur demande est-ce que tu progresses, est-ce que tu fais au moins aussi bien que la dernière fois ou un petit peu mieux, des fois ils vont me dire bah oui, oui, par contre, je progresse. Oui, donc en fait, ce que tu me dis, c'est juste que c'est difficile, il faut faire des efforts, mais tu progresses, mais tu es quand même fatigué, mais tu continues quand même à pouvoir fonctionner. Oui, 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 c'est ce qui se passe. Parfois, ça fait partie du... Ben, là, tu es dans une phase d'entraînement qui est pas forcément très agréable pour toi, mais qui est normale. Tu me tiens au courant, voir ce que ça dit en termes d'évolution, de progression, de fatigue. Mais s'il y a pas de douleur, s'il n'y a pas de perturbation au niveau voilà, du sommeil, digestion, enfin sur des choses comme ça, bien entendu, parfois, c'est normal qu'on passe par des phases comme ça. Et la, la sensibilité, entre guillemets, à l'effort, à la douleur, je parle pas de douleur anormale, hein, je parle de douleur suite à courbature, contraction musculaire, etc. Elle peut être très différente d'une personne à l'autre aussi. Donc, il faut apprendre à connaître les gens, leur sensibilité. Puis, il y a l'effet inverse, hein. Il y a des gens qui vont pas dire quand ils ont mal, ou qui vont aller, voilà, qui vont faire trop et qui vont pas le dire. Donc, il y a ce problème-là aussi. Mais je pense que oui, des débutants, il faut leur apprendre, c'est une éducation, les sensations, etc., sur tout un tas de choses. Mais ça fait partie du rôle du coach d'interpréter ces sensations au regard du niveau des pratiquants. Ok, ok. J'ai une petite dernière question pour toi. D'après toi, est-ce qu'on peut s'entraîner intensément toute une vie? Et est-ce qu'on aussi on gère le volume pareil? Comment tu visualises les choses sur ça, surtout la durabilité dans l'entraînement, sur ces curseurs-là et même sur la fréquence, parce que toi, c'est un paramètre dont tu parles beaucoup et qu'on entend très peu. Ouais. Alors l'intensité, c'est vrai que l'intensité, parfois, elle est. Moi, quand je parle de l'intensité, je parle de l'effort. Si c'est en musculation classique, hypertrophie, ça va être parfois la proximité avec l'échec musculaire, par exemple. Certains, en fonction des sources qu'on utilise, certains, l'intensité, c'est tout simplement la charge qu'on utilise, donc le pourcentage de la RM, le pourcentage de la charge maximale, ce qui est pas exactement la même chose, parce que ça sous-entend que travailler avec de l'intensité, c'est toujours travailler avec du lourd, avec des charges lourdes. Pour moi, l'intensité, c'est pas forcément des charges lourdes, c'est vraiment des séries qui vont être difficiles ou des efforts qui vont être difficiles. Je pense qu'on est dans la capacité de s'entraîner avec de l'intensité pendant très très longtemps. Par contre, on va pas être capable de s'entraîner avec de l'intensité sur les mêmes choses. C'est-à-dire qu'il va falloir accepter de changer parfois la fourchette de rep. On peut garder de l'intensité avec des séries plus longues. Il va falloir parfois accepter d'abandonner certains mouvements et de passer sur des mouvements qui sont peut-être alors moins fatigants. Pour autant, on sera capable de mettre de l'intensité dessus. Je pense à des mouvements comme le soulevé de terre, par exemple. Si je prends un deadlift, ça peut être très très fatigant. Je pense pas que ce soit toujours pertinent de vouloir garder du deadlift avec de la grosse intensité enfin, toute sa vie, parce qu'en fait, pour certaines personnes, ce sera plus intelligent de faire une bascule et de basculer sur voilà, un mouvement qui sera peut-être un peu moins sollicitant, mais on peut continuer à mettre de l'intensité dessus. L'intensité, si on met de l'intensité, on peut pas mettre et de l'intensité et du volume et de la fréquence. C'est souvent le triptyque que j'utilise. Donc, si je mets de l'intensité, il faut que j'accepte que le volume il soit plus bas
et ou que la fréquence soit plus faible. Donc après, je peux fonctionner avec, souvent ce que je dis, c'est que je peux en avoir deux. Je peux avoir de la haute intensité, de la haute fréquence, mais le volume est bas. Je peux avoir du haut volume et de la haute intensité, mais la fréquence va être beaucoup plus faible, etc. Donc c'est une articulation de ces grands points-là, ce point qui est vraiment important pour pouvoir durer dans le temps. Mais dans tous les cas, il faudra pas s'enfermer, je pense, dans une approche, parce que le risque, c'est de ne pas accepter de vouloir la modifier. Ça, c'est pas facile hein, quand on est pratiquant, quand on a une méthodologie qui fonctionne pendant un temps. Si au bout d'un moment on s'aperçoit qu'on va dans le mur, changer la direction, c'est pas toujours plaisant et agréable, confortable, mais je pense que c'est absolument nécessaire de jouer sur justement fréquence, intensité, volume pour pouvoir continuer, pour pouvoir durer dans le temps. C'est vrai que plus on vieillit et plus on n'a pas envie de changer notre style d'entraînement parce que on se dit ça fait 10 ans que je fais ça et ça fonctionne. Et pour autant, si on change pas, on peut s'enfermer dans une rigidité des adaptations et du coup avoir encore au moindre changement qui réagit mal. Et au final, c'est vrai que c'est très important de dealer avec tes trois paramètres et de varier finalement pour que ton corps il soit capable, mais capable différemment peut-être d'année en année, hein. Moi, je le vois avec des coureurs, hein, ils font plus les mêmes styles de distance, mais pour autant, ils arrivent quand même à s'entraîner régulièrement, mais forcément, du coup, on est capable d'être aussi performant que ce qu'on récupère. Donc forcément, la capacité de récupération, des fois, elle diffère d'année en année en fonction des contextes de vie aussi. Ouais, Top. c'est ça. Et puis, euh, Bah merci Dis-moi. ouais, je disais, je finis juste là-dessus. Je pense que c'est important aussi que les gens comprennent que la notion de performance et de progrès, elle passe aussi par différents filtres et qu'on est capable, des fois, on a l'impression qu'on fait une régression parce que, par exemple, on n'est plus en capacité d'utiliser la même charge, donc on se dit je suis moins fort, mais on peut être moins fort et parallèlement avoir amélioré d'autres qualités, des qualités d'endurance, peut-être même des qualités un peu plus d'explosivité, pourquoi pas, ou de technique ou d'amplitude et c'est pas un problème ou même de résilience d'un point de vue psychologique, enfin des choses qui sont difficiles à mesurer donc on n'appréhende pas toujours parce que c'est compliqué mais en fait au bout d'un moment je pense que la vraie progression au bout d'un moment c'est d'accepter de régresser sur certains points pour ensuite pouvoir continuer à s'entraîner et progresser sur d'autres plutôt que encore une fois aller dans le mur et tout s'arrête quoi. Euh, voilà, je m'arrête là. Top. Merci, merci Alex. Bon, merci pour ces échanges. C'était très intéressant. Où est-ce qu'on peut te retrouver Merci à si toi. on veut Merci à toi. regarder un peu ce sur quoi tu travailles? Ouais, bah Fit Kanga, vous cherchez Fit Kanga. Je suis sur Instagram, Facebook, YouTube. Donc voilà, sur ces réseaux-là, vous pouvez me trouver facilement. Normalement, si vous cherchez dans un moteur de recherche, vous allez tomber dessus. Super. Eh ben, merci Alex et à très vite. Bon, ça y est, mon logiciel, il plante. Tac. Tu m'entends Alex là? Tu m'entends Alex?